Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Épisode de rentrée phénoménal. Je vous ai mitonné un petit épisode, mais vraiment aux oignons. Accrochez vos ceintures, vous allez être partis pendant 1h10 de folie furieuse avec Nicolas Santiveil, mon invité du jour qui est CEO de la marque de mode et de prêt-à-porter Ami. Qui est Nicolas Santiveil? Vous l'avez compris, donc c'est un entrepreneur qui a à la fois cofondé The Couples quand même et qui ensuite a eu un coup de cœur amical pour Alexandre Mathussi, le créatif derrière la marque Ami. Ils se sont associés et ont lancé cette aventure folle qui maintenant a tout juste 10 ans et qui est vraiment l'une des grandes success stories du monde de la French Touch, donc du monde de la mode française. Écoutez cet épisode jusqu'au bout parce que vous allez apprendre comment vous associer, comment réussir à bien vous répartir les rôles, comment réussir à avoir des conversations difficiles, comment savoir aussi se connaître pour justement assumer qui on est et ne pas commettre des erreurs, mais également comment se développer à l'international. Vraiment, cet épisode est une pépite et c'est pour ça que j'ai voulu vous le garder pour la rentrée. J'espère de tout cœur qu'il vous le plaira. Si c'est le cas, si vous en avez retenu des choses, dites-le moi en commentaire, mettez ça juste là dans les commentaires. Vraiment, je les lis et ça m'intéresse de savoir ce que vous avez retiré de cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Santiveil. Salut Nicolas. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir après cette période très longue d'attente. Exactement. Écoute, moi aussi, je suis ravi d'être là. Je t'avais promis que je serais là, donc ravi qu'on puisse enfin se rencontrer, faire ce podcast ensemble. Je suis hyper contente. J'ai 1000 questions. Je ne sais même pas si on va réussir à faire un épisode unique ensemble, je te préviens d'ores et déjà. Mais j'ai quand même une idée de ma première question. Je suis tombée sur un article où tu parles dans Vogue. Oui. C'est un article en anglais, donc je vais essayer de le traduire. J'ai retrouvé une phrase où tu dis en substance que tu faisais partie des cofondateurs de The Couples et que tu sais à quel point tu avais été vite, à l'époque même trop vite. Oui. Et que c'était pas du coup une vision long terme et que pour toi, développer une entreprise, ça n'est pas un marathon, ça n'est pas un sprint, mais un marathon. Est-ce que tu peux te développer et peut-être donner des exemples concrets de ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que cette phrase signifiait pour toi à l'époque où tu l'as dite? Alors, que veut dire cette phrase, en tout cas là, quand je l'ai dit récemment avec un petit peu de recul, puisque j'ai eu quelques années d'expérience supplémentaire, l'aventure Couples, c'était absolument passionnante. C'était un ouragan, c'était quelque chose de fou. On est en fin 2007, début 2008, en pleine période de crise. Et je rencontre la famille Elisha qui donc avait créé Comptoir des Cotonniers, l'avait revendu à Fast Retailing et qui me contacte, que je rencontre donc fin 2007 et qui me disent voilà, on a un projet complètement fou, on va lancer une marque, mais on ne te dit pas ce que c'est. On va faire de la femme. J'ai appris quelques mois plus tard que c'était de la femme et de l'homme. Et on va ouvrir 150 boutiques en 5 ans. Ce qui pour moi était complètement, je me suis dit, ils sont sur une autre planète. Mais littéralement, moi, la société pour laquelle je travaillais précédemment, ça faisait 5 ans qu'on hésitait à ouvrir une deuxième boutique à Paris. Et là, eux me disent, non seulement on va ouvrir 150 boutiques en 5 ans, mais on va revendre dans 5 ans. C'est-à-dire que la marque n'était pas encore lancée, qu'il y avait déjà le projet de sortie. Ouais. Donc je trouvais ça assez ambitieux, pour rester poli. Et je te passe les détails, on pourra creuser si tu le souhaites, mais j'ai embarqué. J'ai été complètement séduit par les personnes, par la famille, puisqu'il s'agissait d'une famille, par les personnes, la première personne qu'ils avaient recrutée, qui était un ami que j'aimais beaucoup. Et si tu veux, on a eu ce projet avec un espace-temps de 5 ans, ce qui est assez dingue quand ils pensent. C'est-à-dire qu'ils m'ont recruté, ils m'ont dit on va ouvrir ils m'ont recruté, j'ai démarré en février, et ils m'ont dit dans 6 mois, on ouvre 6 boutiques. Waouh, c'est fou. Finalement, c'était pas 6. Un mois plus tard, on a dit 12. Et au final, on a ouvert 20 boutiques en un mois. Donc, quand je te dis que c'était un rythme accéléré, que c'était un sprint, je pense que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Tu avais quel rôle, toi, à l'époque? Alors, officiellement, j'ai onboardé en tant que directeur de production. Okay. Donc, ce que je n'avais jamais fait. Mais ça, c'était le jour. La nuit, je m'occupais du site internet, des systèmes d'information, du recrutement, de tout. Honnêtement, on a lancé quasiment ça à 8 personnes. Les 3 frères, les 3 managers. Donc, il y avait un directeur financier, un directeur commercial et un directeur de production. Mais in fine, on était 3 managers. Il y avait en gros 3 créas, qui étaient les 3 frères. Alexandre, l'aîné, faisait l'homme. Laurent, le deuxième, faisait la femme. Et Raphaël, le plus jeune, qui était encore étudiant, faisait l'image. Donc, c'est lui-même qui shootait toutes les premières campagnes de pub, qui a même shooté tous les articles de la première collection pour le site internet.
Et si tu veux, c'était du non-stop. C'est-à-dire que j'ai bossé la première année, j'ai pas pris un seul jour de vacances. Je commençais mes journées à 8-9 heures. Je l'ai stoppé, non pas je l'ai terminé, mais je l'ai stoppé à 11 heures pour dîner. Et je me remettais à travailler à 11h30 jusqu'à 2h, 3h. Donc c'était intense, c'était fou. Si tu veux, même à côté, la prépa, ça me semblait être cool. Mais j'ai tout appris. Et pour te résumer, on devait faire le brief, c'était 150 boutiques en 5 ans. On en a fait 250 en 3 ans. Donc c'était totalement fou. On était à une période de crise. Ça, j'ai beaucoup appris aussi sur les crises. Et je pense que je m'en sers aujourd'hui. C'était quelle année? C'était 2008? C'est 2008. C'est vraiment, on est en plein Donc subprime, okay. On est Lehman Brothers, etc. Et si tu veux, ce que j'apprends à ce moment-là, c'est que dans une crise, c'est aussi un terreau fertile, un terreau d'opportunités. Parce que malheureusement, tu as plein de sociétés, plein de marques qui mettent la clé sous la porte. Tu n'as plus personne qui communique. Le premier élément, c'est que tout le monde coupe les budgets marketing, communication. Donc, si toi, à ce moment-là, tu veux lancer un projet ou une marque, en fait, c'est juste un moment exceptionnel. Et pourquoi je te parlais de sprint, c'est qu'on a tout fait de manière accélérée. On prenait jamais le temps de respirer, de se poser. Dès que quelque chose marchait, on le faisait x10. Et c'est ça que j'ai essayé de contrer, ou plutôt de digérer une fois que j'en suis sorti, parce que j'en suis sorti au bout de 5 ans. Les 5 autres sont restés un peu plus longtemps. Pour me dire, dans mon expérience suivante, je veux prendre le temps de respirer. C'est un peu le sujet de ma vie. Je te le disais tout à l'heure, d'apprendre à respirer, d'apprendre à prendre son temps. Ça ne veut pas dire s'endormir sur ses lauriers, mais ça veut dire te dire où est-ce que je vais, et ne pas oublier aussi le plaisir du chemin. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un objectif, surtout en temps de crise, quand ça remue, quand ça part dans tous les sens, qu'on a tendance à regarder juste devant soi le bout de ses pieds pour ne pas tomber par terre, de garder un cap. Et je pense que c'est aussi la notion de temps. Et moi, c'est vraiment le driver, c'est de se dire quel rapport j'ai avec le temps. Et ça, je trouve ça passionnant. Au final, tu crois que cette expérience où tu t'es peut-être pas brûlé les ailes, mais en tout cas qui a été d'une intensité folle, t'a permis d'avoir cette réflexion et de voir les choses différemment? Parce que quand on se lance, sans vouloir amener les choses à moi, mais moi je me rappelle quand j'ai créé ma boîte, c'est pareil, je me projetais à 5 ans si tu veux. Et maintenant que ça fait 10 ans, j'ai compris que j'en suis qu'au début. Et en fait, j'en suis très contente. C'est ça qui est fabuleux. Ça se voit, ça s'entend. En tout cas, je vais dire mon ressenti. Je ne connais pas tous les détails de ta boîte, mais on sent, quand on t'écoute, quand on voit tes podcasts, même tes posts sur les réseaux sociaux, on sent que tu es excité de ce qui t'arrive. Tu vois, à aucun moment on te sent blasé. Et en fait, je trouve que justement, respecter cette notion de temps, c'est aussi une notion de plaisir. Et moi, je suis convaincu, il y a deux principes qui sont très importants à mes yeux, dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro, c'est la bienveillance et le plaisir. Et pour moi, les deux vont ensemble. À un moment chez Couple, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait avancer, qu'il fallait être plus fort dans la négo, qu'il fallait un peu écraser l'autre. Aujourd'hui, je me dis, j'arrive à avoir cette confiance de me dire, donne le temps aux choses, prends du plaisir à faire ce que tu fais, et tu verras que de très belles choses vont arriver derrière. Donc après, c'est aussi, et je respecte, c'était leur projet, c'était pas mon bébé. Moi, j'ai sauté dans un train, mais c'était pas un TGV, c'était un ultra TGV. C'était une fusée, là. Et si tu veux, c'était de se dire, voilà, c'est les règles du jeu, c'est eux qui les ont posées. Moi, si je veux y aller, tant mieux. Il faut que j'arrive à les convaincre de m'embaucher. Sinon, tant pis. Moi, je prendrais peut-être un TER ou un petit train de banlieue. Mais là, voilà, j'ai sauté dans un truc qui était fou, qui était excitant. J'ai beaucoup appris. Et quand j'en suis sorti, je me dis, qu'est-ce qu'il y avait de bon ? Qu'est-ce qui m'a... Bon, j'ai mis du temps, je t'avoue que c'était pas aussi simple. Mais le culot entrepreneurial, la création d'une marque, le retail, parce que le retail, c'est du culot pour moi, c'est du risk management, vraiment, et je trouve ça passionnant. C'est le fait de dire qu'en partant de zéro, le champ des possibles est infini. Tu choisis le nom, tu choisis le positionnement, tu choisis le prix, tu choisis bien sûr tes équipes, mais surtout tes partenaires, ceux qui vont raconter l'histoire avec toi. Et fort de tout ça, si tu veux, quand j'ai rencontré après Alexandre, si tu veux, je pourrais venir aussi plus dans les détails de cette jolie rencontre, je me suis dit, comment est-ce que je peux tirer parti de tout ce que j'ai vu et appris, dans le positif comme dans le négatif. Dans le positif, pour garder cette étincelle, ce culot entrepreneurial et retail. Et dans le négatif, si j'ose dire, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc typiquement, tu vois, sur Couples, on a ouvert 160 boutiques ou points de vente, parce qu'il y avait aussi les corners, en France. C'est dur de rester branché, désirable, quand tu es dans tous les corners, de toutes les galeries, tous les printemps, que tu as 4 boutiques dans tous les quartiers branchés de chaque ville. C'est dur de rester très désirable. Donc, le contre-pied sur Ami, c'est qu'après avoir ouvert la 2e boutique à Paris, on est tout de suite, on s'est mis d'accord avec Alexandre d'aller tout de suite, même si c'était compliqué
en temps et en organisation, on a cherché à aller à l'étranger. Donc on a ouvert la troisième boutique à Tokyo, puis on est allé à Londres, ce qui honnêtement était très très compliqué compte tenu des petites équipes qu'on avait, des petits budgets qu'on avait. Mais voilà, on a décidé d'aller en Corée, d'aller à Tokyo, d'aller à Londres, très récemment d'aller aux États-Unis. Et là aussi, tu vois, on a pris du temps pour pas se précipiter. J'ai vu la campagne incroyable d'ailleurs avec Catherine Deneuve. Le culot, sympa. tu vois, on le sent. Enfin, c'est marrant parce que tu vois, j'avais pas réfléchi à la notion. Ouais. Mais en fait, je pense que le mot culot est exactement le bon. C'est-à-dire que à la fois il y a de la finesse et comme on le voit dans ce que tu dis, vous gardez la désirabilité, mais finalement mettre une Catherine Deneuve quand on est une jeune marque quand même, c'est assez improbable. C'est assez improbable et je trouve ça génial. Enfin, franchement. C'est marrant parce que tu vois, on a eu des commentaires vraiment enthousiasmés, emballés. Je pense que ça a créé le respect auprès de certaines personnes qui nous considéraient pas vraiment. Ouais. On en a d'autres qui au début ont été très critiques en disant mais qu'est-ce que vous allez prendre une vieille dame de 80 ans, c'est un non-sens, etc. Je trouve ça d'une modernité Et là, folle. nous, on est resté en disant justement, tu vois, je reviens à cette notion de temps. Pour moi, qui mieux que Catherine Deneuve incarne le luxe, l'intemporel, l'élégance. Pour moi, vraiment, c'est l'élégance de comportement, d'atmosphère. Et la parisienne, évidemment, c'est quelque chose qu'on revendique, dont on est fier. Et ça, c'est marrant d'ailleurs. Ce que je l'ai dit récemment dans une conférence à l'étranger, ça a beaucoup, beaucoup fait rire, c'est qu'en fait, les gens sont persuadés qu'Alexandre et moi, on est parisiens, mais vraiment au plus profond de nous-mêmes, alors que ni Alexandre ni moi ne sommes parisiens. Alexandre a grandi en Normandie, moi je suis marseillais, mais on adore tous les deux Paris. Et tu vois, c'est un peu comme dans les créateurs, en fait, c'est les créateurs étrangers qui vont vraiment magnifier Paris, qui vont dire à quel point cette ville est exceptionnelle, là où finalement, parfois, des créateurs parisiens sont un petit peu blasés, se rendent même plus compte de la chance qu'on a d'évoluer dans une ville musée, quoi, qui est absolument sublime. Et donc, tu vois, c'est ce côté intemporel, ce côté parisien qu'on aime mettre en musique. Et l'exemple de Catherine Deneuve que tu soulèves est passionnant, parce qu'au-delà de ses coups de cœur ou ses critiques, en fait, c'était un rêve d'Alexandre. De travailler avec Catherine Deneuve, c'était un rêve d'Alexandre. Et il s'est organisé et il l'a rendu possible. Aujourd'hui, ils sont devenus copains, il l'appelle, il lui raconte ce qui se passe. Quoi. La relation est magnifique, est vraiment magnifique. C'est pas juste une égérie qu'on se paye ou qu'on placarde sur des billboards rue de Rivoli. C'est une rencontre, comme il a aussi organisé la rencontre avec Jean-Paul Goude. Et tu vois, ça, c'est des moments, mais on vit, souvent on se le dit, on vit un rêve éveillé. Oui. Et quand je te parlais de chemin, de parcours, plusieurs fois, tu vois, on s'arrête, on se dit, la chance qu'on a. On fait le plus beau métier du monde, on s'éclate, on rencontre des gens fabuleux. Et en fait, je dis souvent, on est deux grands gamins. Tu vois, là, quand on a ouvert à New York, alors ça fait 7 ans qu'on préparait, qu'on avait envie de le faire. On disait, non, c'est pas raisonnable, non, c'est trop tôt, non, le loyer est débile, non, on pourra pas faire la com. Là, le jour où on l'a fait, on s'est dit, on y va banco. On a fait une soirée en haut de l'Empire State Building, ce qui peut paraître complètement mégalo, mais nous, on s'est dit, si on va à New York, on l'a fait à l'américaine, on se fait plaisir, et on s'est fait une soirée de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'était même les VIP, les mannequins, tous les gens qui étaient là. On me dit, mais je ne sais même pas, moi, j'ai jamais fait une soirée en haut de l'Empire State Building et on s'est marré. Mais quand je dis on s'est marré comme deux grands gamins et on a vécu un moment, là, je pense que ça, moi, rien que t'en parler, j'ai des papillonnements qui vont durer, je pense, des années. Et tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, on le sait. Bien sûr. Malgré tout. Enfin, là, on s'est tous tapé le Covid, voilà. Mais si t'as pas des petites lumières, voire des grosses lumières, comme ta soirée à New York, ou moi aussi je peux penser à des éléments comme ça, en fait, juste t'as plus envie par moment. Sûr. Donc t'es obligé aussi de susciter toi-même le plaisir. Et je pense que cette notion de plaisir, elle est assez clé. Elle est clé parce que si tu veux, alors là aussi, j'ai mis un petit peu de temps, il y a 5 ans ou 10 ans, j'aurais pas eu ce recul. Je pense qu'il faut assumer la notion justement de plaisir. Moi, la bienveillance, je pense, c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, dans les feedbacks, c'est quelque chose que je vivais presque comme un défaut. Tu vois, dans les expériences passées, on disait « Ouais, t'es bienveillant, il est gentil, c'est qu'il ose pas ci, c'est qu'il... » Donc, je prenais ça comme une faiblesse parce que j'étais pas assez dur, j'avais pas assez la poigne, donc je prenais ça comme une faiblesse. Et finalement, à travers différentes rencontres, différents échanges, je me suis dit, en fait, assume-le. Juste aie confiance en toi, c'est ton caractère, donc de toute façon tu le changeras pas, ou si tu le changes, et quand j'ai essayé de le faire, j'étais pas du tout bien dans mes baskets, et je me souviens d'une amie qui me dit, quoi, une amie, c'était une personne de mon équipe chez Couples, et qui un jour on boit un coup ensemble avec toute l'équipe, elle fait, mais Nicolas, comment est-ce que tu peux être aussi cool et aussi fandard en dehors du boulot, et aussi relou au bureau, tu vois? Et je me dis, merde, mais c'est vrai en fait, j'avais 2 personnages, j'ai une sorte de schizophrénie qui me rendait pas heureux du tout.
Alors je disais, oui, c'est la pression, la quête du résultat, parce qu'on doit ouvrir tant de boutiques, parce qu'on doit faire tant. Et en fait, j'étais pas moi, tu vois, j'essayais de post-rationaliser des comportements que j'assumais pas. Et là, je me suis dit, grâce à Alexandre, en grande partie, et ça, je pense que c'est la force des rencontres et des équipes, en fait, tu as le droit de dire que t'es pas un méchant, ou tu as le droit de pas faire semblant d'être un méchant, tu es un gentil, assume-le, et je pense que c'est une valeur, surtout dans une marque qui s'appelle Ami, qui peut avoir du sens. Et en fait, le fait de l'assumer, si tu veux, il y a une sorte de contagion de la bienveillance. Alexandre est quelqu'un de fondamentalement bienveillant également. Des gens comme ça aussi. Exactement. Et puis surtout, tu vois, j'ai essayé d'arrêter d'être que dans le cerveau et de descendre et de faire confiance à mes intuitions. Et on a fait plein de choses avec Alexandre, vraiment à l'instinct. Si tu veux, on n'a pas des cabinets de conseil, on n'avait pas des équipes de fou, mais de temps en temps, la rencontre avec Farfetch, le défilé à Shanghai, plein d'éléments qui ont été vraiment des moments marquants de l'histoire d'Ami. Bon, on l'a fait à l'instinct. Et c'est là que notre relation est assez unique, c'est qu'on n'est pas du tout proche ou fusionnel, mais par contre, on a construit notre relation sur une confiance. C'est-à-dire que moi, je lui fais confiance sur tout ce qui est image, design, communication, et lui me fait confiance sur le business, sur les investissements, sur les recrutements. Ça, c'est partagé, parce qu'il faut vraiment qu'on valide tous les deux. Mais il y a cette confiance mutuelle où on s'entraîne. On ne force jamais l'autre. Si on n'est pas d'accord, on retravaille notre sujet, on va boire un café ensemble, on explique à l'autre pourquoi on pense que c'est la bonne décision. Et si on n'arrive pas, on ne le fait pas. C'était une question que je voulais aborder avec toi, votre relation et puis la répartition des rôles, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent la question. Vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir des compétences qui sont assez différentes, parce que lui, il est plus sur le domaine artistique et toi, tu es plus sur la partie business. Donc, la répartition, j'imagine qu'elle est assez clear-cut. Mais bon, malgré tout, quand tu es... lui, c'est son nom malgré tout, Bien etc. sûr. Je peux imaginer qu'il a envie de donner son avis un peu partout. Donc, ça doit pas être facile non plus. Et je voulais savoir... alors, du coup, je mets un peu la charrue avant les bœufs parce que je voulais aussi te parler de la rencontre. Mais bon, on reviendra derrière. C'est pas grave. On n'est pas obligé de faire dans l'ordre. C'est pas grave. Exactement. Au niveau de votre organisation, donc ça, je trouve ça assez clé que tu me parles de vos processus de décision. Ouais. C'est-à-dire, comment à un moment donné, vous dites « ça, on le fait, ça, on le fait pas ». Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas d'accord ? Ce que tu as commencé à raconter en substance, mais est-ce que tu aurais des exemples concrets ? Parce qu'en fait, c'est tellement rare quand ça marche. Et vous, ça se voit que ça marche, cette association. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, justement, de comprendre, si tu veux, comment est-ce qu'on construit cette relation de confiance et comment est-ce qu'on arrive à laisser de la place l'un à l'autre. C'est-à-dire que toi, évidemment, tu lui laisses la place en tant que créatif, mais lui, il te laisse aussi la place en tant que businessman. Alors, c'est... pour tout te dire, c'est quelque chose d'un peu instinctif qui a été évolutif. Parce qu'on peut croire comme ça que c'est inné, que tout s'est bien fait. Non, il y a eu du travail. On s'est même fait accompagner à un moment par une coach qui nous a aidés et qui nous a expliqué les petits ajustements qui ont vraiment fait évoluer notre relation et nos méthodes de travail. Parce que la force, c'est qu'on est beaucoup à l'instinct tous les deux. Je te parlais de confiance, mais le souci aussi, c'est que parfois, nos réunions, c'était en coin de porte à 400 à l'heure. Ouais. On perdait un peu tout le monde. On ne trouvait pas le bon moment alors qu'on avait 50 000 trucs à se dire, mais comme on gérait plein de choses en même temps, on avait un peu du mal. Et elle nous a appris à trouver en fait, des terrains de communication. À se dire, quand vous vous voyez, prenez juste le temps avant de vous voir, d'écrire, de préparer un petit la réunion, quoi. Exactement. Juger, évaluer si c'est le bon moment. Ouais. Parce que parfois, on avait tellement, surtout, tous les deux, mais je vais parler à la première personne. Moi, je suis un gros excité de la vie, donc quand j'ai une idée, je tiens pas en place, il faut que je lui dise dans la minute. Et de me dire, là, peut-être qu'il est sur un shooting, ou peut-être qu'il est pas dispo, ou peut-être qu'il est concentré sur autre chose. Pas dans le bon état d'esprit, quoi. Voilà, mais en général, on est quand même pas mal sur le même état d'esprit, donc ça, c'est cool. Mais il y a des moments où on bifurquait un petit peu, et on s'est dit les choses. Il y a effectivement la relation à la marque, parce que c'est lui, c'est pas ma marque, c'est la marque d'Alexandre. Moi, je dis toujours, je suis son copilote, et je le pense profondément parce que c'est lui qui l'a créé. Moi, je n'ai pas créé Ami, c'est Alexandre qui l'a créé. La marque porte son nom. Moi, elle porte pas mon nom. J'aurais peut-être d'autres histoires, d'autres aventures. Mais donc, dans cet équilibre, c'était comment, et je vais vraiment parler pour moi, comment trouver ma place pour être épanoui. Parce que pendant un bout de temps, il y avait plein de choses que je pensais, que je n'osais pas lui dire, en me disant, bon, allez, le jour où tu auras ta marque, tu le feras, là, c'est la sienne, donc le fais pas. C'est sûr, c'est pas évident, et donc, ça crée un peu des frustrations. Et en fait, c'est vraiment par le dialogue. Je dirais, c'est par l'écoute et des choses qui ne sont pas que orales, c'est de voir est-ce que là c'est le bon moment, la façon dont je le sens, on est à tant de moments avant un défilé, non, là je dois le protéger des autres et de moi et de mon excitation aussi. D'autres moments où à l'inverse, et il me le dit lui-même, j'ai besoin de ton excitation, j'ai besoin de te voir les yeux qui pétillent et parler de 4 sujets à la fois. Donc c'est vraiment, tu vois, une sorte de respect et d'écoute
je te dis, mais pas que oral de l'autre. Et je dirais le plus important, c'est d'arriver à dire les choses. Les moments où vraiment ça a failli... on n'a jamais vraiment failli bifurquer, mais les frictions qu'on a eues, c'est quand il y avait des non-dits, quand on exprimait, ou des maladresses aussi. Parfois, je disais des choses, mais devant des personnes de l'équipe, et lui, que je contredisais, je contredisais, pardon, ça y est, je perds mes mots. Et il venait me voir très intelligemment après en me disant, Nicolas, j'entends, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas grave, mais par contre, ça, c'est entre nous. Ouais. Tu vois, de savoir définir le moment, et après, je dirais le dialogue. Il y a des moments où on n'était vraiment pas du tout d'accord. Alors, parfois, là aussi, tu vois, je me souviens d'une fois, et ça, je sais même pas si je l'ai raconté, mais un moment un peu tendu, on allait ouvrir à Londres, il y avait du retard dans les travaux, il voulait que je décale les rendez-vous avec les journalistes et tout. Et moi, j'étais profondément contre et un peu énervé. Et là, je dis, si je parle, ça va mal se passer parce que je suis globalement assez maladroit. Et donc, je dis, bon, là, je dois filer, j'ai un rendez-vous. En fait, j'avais pas de rendez-vous. Je suis parti me faire 1 heure de pédicure, de massage des pieds, pardon, pas de pédicure, à Selfridges. J'ai mis mon téléphone dans une box en bois. Et voilà, et je suis redescendu. Pendant 3 quarts d'heure, je n'ai rien fait que me dire, Nico, tout ça, c'est pas grave. L'histoire, elle est belle. Détends-toi un petit peu, ça ira mieux. Et je suis retourné, je suis allé lui parler. Je dis, voilà, Alexandre, ça et ça, je suis pas du tout d'accord. Voilà les raisons. Tu décides ce que tu veux. Moi, au moins, je t'aurais dit ce que je pense. Donc, tu vois, c'est de pas trop garder sur soi, de pas trop emmagasiner des trucs qui finalement vont te ronger à petit feu. Mais en même temps, c'est de trouver le bon moment et la bonne façon pour les dire. Et ça, comme on est 2 gros instinctifs, c'est pas forcément notre qualité première. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Mais tu vois, là, par exemple, on s'est pas vu depuis quelques jours. Ben, j'ai dit hier, j'ai 2 gros sujets dont je dois te parler. On s'est organisé, on va se prendre un café en dehors du bureau cet après-midi. Et je sais qu'on va passer un super moment. Et donc, du coup, maintenant, vous faites des points réguliers ou c'est pas quand même aussi cadré que ça? Non, c'est pas du tout aussi cadré que ça. Alors, on recrute, là, on vient de recruter une directrice d'opération. Maintenant, un truc comme ça. Donc, c'est énorme. Maintenant, vous êtes quoi, 200 personnes à peu près, c'est ça? Ouais, on est 250 à peu près. C'est énorme. Enfin, un peu moins au siège. Au siège, on va dire, on est plus 130, on va bientôt être 150. Mais oui, c'est nécessaire. Et en même temps, je pense aussi respecter notre mode de fonctionnement. Donc, notre force, c'est notre équipe. Et une fois de plus, je dis pas ça pour être gentil ou leur faire plaisir. On a une équipe de fous furieux et chacun a choisi de venir et on s'éclate. On vit l'histoire avec eux, on la construit avec eux. Tu vois, là aux États-Unis, on était à New York. Après, je suis allé à Miami avec notre directrice retail et notre GM, notre manager aux États-Unis. On a bossé comme des fous et en même temps, on s'est fait des dîners, des soirées complètement dingues. Tu vois, dans un contexte un peu anxiogène, on s'est dit profitons du plein air, profitons des soirées qu'on peut encore faire. Et si tu veux, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre et surtout de s'entourer de personnes qui ont les forces qu'on n'a pas. On a recruté une personne qui était directrice des opérations et qui bientôt va s'envoler pour l'Asie, dès qu'on le pourra par rapport aux contraintes sanitaires. Je ne vais pas dire que c'est l'inverse de moi, mais qui a les qualités que je n'ai pas. Et moi, elle m'a fait un bien fou. Pendant le confinement, elle nous a fait un bien fou en nous accompagnant, en mettant en place des comités de continuité. Donc, Alexandre et moi, on a besoin de ce fonctionnement un peu électron libre et en même temps, pour pouvoir communiquer, organiser la boîte, on se fait accompagner pour essayer de créer une gouvernance mais qui nous ressemble. On ne veut pas appliquer un schéma où tous les lundis à telle heure on fait ça, mais par contre cette personne a mis le lundi après-midi une réunion commerciale en place avec toutes les personnes qui ont un lien avec le commercial ou toutes les fonctions support. Donc tu vois, on essaie de garder nous notre flexibilité, notre créativité. Et ça, c'est un point d'ailleurs que je tiens à souligner. Je crois pas beaucoup au hasard, en fait. Et je pense que notre rencontre avait beaucoup de sens. Je suis pas religieux, superstitieux, mais je crois aux belles rencontres et ce que tu disais tout à l'heure, que les bonnes énergies attirent les bonnes énergies. Et tu vois, quand moi j'ai rejoint Ami et que je rencontre ce bonhomme, il est styliste. Il me dit, moi je suis styliste. Mais en attendant, il faisait la compta sur Excel. Il gérait la trésorerie avec les tableaux, les paiements faits, les paiements à faire. Il faisait les virements pour les fournisseurs et pour les salaires. Et je me dis, waouh, s'il a réussi à lancer, à mettre les premiers pas d'Ami sur de tels rails alors qu'il passe ses week-ends à faire la compta, si moi je le rejoins un petit 1 quand je lui parlerai finance, BFR, il saura de quoi je parle. Et petit 2 surtout, si maintenant il se reconcentre à 100% sur la créa, qu'est-ce que ça va être? Ça va être fou. Et lui, pareil, si tu veux, dans notre relation, il a senti une créativité. Alors, moi, je prétends pas être designer, styliste ou directeur artistique, loin de là, mais une sensibilité sur les produits, sur la com, sur l'image. Et en fait, on écoute. Et cette force de l'écoute, je pense, nous apprend aussi beaucoup. Et c'est là où, même tu vois, dans nos recrutements aujourd'hui, on a plein de schémas très différents. Parfois, on recrute des personnes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on visait. On se dit, faisons confiance à cette rencontre, cette personne va nous apporter. Et puis quand même on se trompe, on aura appris beaucoup de choses.
Et je pense que c'est là qu'on prend aussi beaucoup de plaisir. Parle-moi de la rencontre justement, parce que toi tu sortais de Couples à l'époque, donc j'imagine... J'étais pas encore sorti en fait. T'étais pas encore sorti? Non, j'étais encore chez Couples. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est un ami qui était business angel qui m'a appelé, qui me dit Nico, je viens d'investir dans la mode pour la première fois. C'est quelqu'un qui était dans les panneaux solaires pour tout te dire, et qui me dit c'est la première fois que j'investis dans la mode, dis-moi ce que t'en penses. Donc je suis allé rencontrer la marque sur son premier corner, la Coup de Foudre. J'ai dévalisé le corner, j'ai fait une interview, j'ai fait un podcast limite du vendeur, tellement je voulais comprendre pourquoi il avait rejoint la marque, qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et j'ai demandé à le rencontrer. Et long story short, on a pris un mojito. La deuxième fois qu'on s'est vu, on a remplacé le mojito par une flûte de champagne. Moi, je lui ai fait part de mes questionnements par rapport à Couples et où ça allait me mener, mon envie d'autre chose, mon envie d'ailleurs. Lui m'a dit, écoute, moi j'ai très envie de bosser avec toi, mais c'est pas possible. Je dis, comment ça, c'est pas? Il me dit, bah non, je peux pas te payer. Et je lui dis, bah voilà, en gros, ce que tu peux pas me verser en salaire, j'ai divisé mon salaire par 3 pour te dire, pour le rejoindre. Bah moi, j'ai quelque part chez Couples, donc je vais tenter de les revendre. Et si j'arrive à les revendre, bah, je les investis dans ta boîte. Et ça s'est passé comme ça, où tous les deux, on s'est dit, c'est possible. C'est vraiment, et j'insiste parce que l'exemple peut paraître anodin, mais c'était une histoire de rencontre entre deux personnes assis sur 2 tabourets dans un bar en disant on pense qu'on peut écrire quelque chose de sympa ensemble. Moi, son discours, sa bienveillance, son rêve, parce que c'était un rêve, me parlait beaucoup. Moi, je me suis dit je pense que j'ai quelque chose à lui apporter par rapport à tout ce que j'ai appris, mes convictions, et c'est une marque qui me parle. Et avant tout, tu vois, en tant que client, quand je suis allé la voir, je me dis mais j'ai envie de l'apporter, le prix, le sourire du vendeur, la déco du corner, tout ça me parle et c'était de l'instinct. Je n'ai jamais bossé dans une boîte de conseil ou autre, c'était plus vraiment du feeling. Et aujourd'hui, j'ai envie de me dire, j'ai bien fait de nous faire confiance parce que l'histoire qu'on vit depuis 9 ans est absolument dingue. Et si tu veux, en plus, c'était assez particulier parce que là, ces dernières années, on a eu différentes histoires plus ou moins funky, mais aujourd'hui... On va dire depuis le début du Covid, on a un envol qui est complètement dingue. Et au début, on n'osait pas trop le raconter. Tu vois, je me dis, ça se fait pas, c'est dur pour beaucoup de monde. Il y en a qui rament pour boucler les fins de mois. Et en même temps, je me dis, bah, en fait, il faut le raconter. Et comment tu l'expliques d'ailleurs, cet envol digital à fond? Parce que quand même, c'était déjà, je pense, beaucoup Asie. Okay. Très clairement, Chine, Corée. Parce qu'on a eu la chance, je te l'évoquais tout à l'heure, de faire un défilé. Notre premier défilé à l'étranger, on l'a fait à Shanghai. Et on a eu la chance, ou la vision, et sans doute un petit peu des deux, de le faire en octobre 2019, donc 1 mois et demi avant l'explosion de la crise en Chine. Ça nous a donné une portée et une résonance absolument dingue en Asie. En fait, on a fait, parce que nous, on se la joue un peu star américaine, on a fait le Asian Tour, donc on a fait un défilé à Shanghai, un gros event à Séoul et une soirée complètement folle à Tokyo. Tout ça mi-fin octobre 2019. Et si tu veux, tout ça nous a créé un effet boule de neige en Asie qui fait que dès que la première étape de la crise du Covid est passée et que la relance est clairement arrivée par l'Asie, bah nous on était déjà positionnés là-bas. On avait fait un défilé, une soirée, un event. On avait des boutiques en Corée, des boutiques en Chine et des boutiques au Japon. Donc ça a clairement été un driver très 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 fort. Mais aussi le digital et aussi les États-Unis. Aussi fou que ça puisse paraître. En 2020, quand la crise explose, on s'est dit ça va être un carnage, ils vont tous fermer. On a mis en stand-by certaines commandes. Finalement, l'été 2020, tout ce qu'on a mis en stand-by, on a tout relancé. On a même produit plus. On a eu plus de réassorts que les commandes d'origine. Donc, savoir te l'expliquer, je ne sais pas exactement. Je pense vraiment que l'Asie a un rôle clé, le digital. Et après, je pense vraiment les valeurs de la marque. Notre logo. C'est un moment où vraiment le logo a pris son envol. Et pour moi, c'est plus qu'un logo, c'est vraiment la signature. C'est la signature d'Alexandre depuis qu'il est gamin. Donc, c'était de se dire ces valeurs de bienveillance qu'on met sur le devant de la scène et qui, tout d'un coup, ont beaucoup plus d'écho. À un moment où les gens vont rester chez eux, donc forcément, tout ce qui est maille, jersey, sweat à capuche, hoodie, bah, les gens kiffent et les gens ont envie de porter ça. Et on s'est dit, on va arrêter le marketing. Donc, pendant le premier confinement, on n'a plus poussé aucun produit. On a plus raconté des histoires de nos équipes, de nos personnes, de nos partenaires. Et il y a eu un effet, je ne sais pas vraiment quel parallèle faire, mais il y a une espèce d'emballement positif. Et nous, on s'est dit, bah, écoute, on croit dans notre bonne étoile, donc on y va. Et on a investi, on a ouvert. On a ouvert pendant la crise 3 boutiques en Corée, on a ouvert 6 en Chine, on vient d'en ouvrir aux États-Unis. On s'est dit, on y va. Un peu dans l'esprit de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, de ce que j'avais appris avec Couples. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la crise qu'il faut s'arrêter, bien au contraire. Gardons vraiment
notre ligne directrice. Et notre ligne directrice, justement, je te le disais, c'était de ne pas saturer l'Europe, mais d'aller très vite en Asie et si possible assez vite aux États-Unis. Après, il y a quand même eu, il y a quand même un élément majeur que je zappe au passage, là, dans mon emballement, c'est qu'on a aussi accueilli des nouveaux investisseurs et qui sont des gens qui ont cru dans notre vision. Et quand je te dis qu'ils ont cru dans notre vision, on a fait une levée de fonds à distance, en Zoom, en Teams, sans jamais rencontrer les personnes, mais avec des personnes qui nous ont dit on aime votre folie. C'est la levée Sequoia. Sequoia, exactement. On a rencontré des grands... je t'avoue que nous, à la base, on était plutôt sur des investisseurs français et européens, mais sans les citer, parce que ça ne se fait pas. Certains m'ont dit t'es barjot, d'autres m'ont dit écoute Nicolas, on va un peu redescendre sur Terre, on va d'abord faire l'Europe et peut-être on verra l'Asie, comment on le développe, et puis les États-Unis, c'est notre histoire. D'autres m'ont dit oui, et puis à la fin, en fait, non, ils n'y croyaient pas. Et quand on a rencontré Sequoia, ils m'ont dit on aime ta folie, Alexandre, on pense que c'est un génie, et on va vous suivre, et on n'investit pas dans la marque, on investit dans un duo d'entrepreneurs. Et ça, si tu veux, en termes de confiance, en termes d'aide, ça te donne des ailes. Vraiment, avec la vision en plus du développement international très marqué. Complètement, parce que c'est, pour tout te dire, c'est Sequoia Capital China, donc c'est la branche chinoise qui a investi chez nous, sachant que moi, ça fait 6 ans que je dis que pour moi, l'avenir du luxe, c'est la Chine et le digital. Donc là, forcément, Sequoia China, ça nous parle pas mal. Et en plus, c'est un fonds qui, à l'origine, est américain. Là, c'est la branche chinoise, mais donc ils nous ont dit, nous, on croit beaucoup, et c'est la première fois qu'ils investissaient en Europe. Donc, à la fois complexe et très riche. Et on va vous aider, on va vous épauler à fond en Asie, en Chine bien sûr, mais en Asie de manière plus large. On croit dans votre potentiel aux États-Unis, donc on a nos cousins américains qui seront là pour vous aider. Et en Europe, on estime qu'on n'a pas grand-chose à vous apporter, mais on vous backera quand même. Quant à ce type de discours, tu vois, il y a beaucoup de conférences en France en ce moment qui disent allez-y, soyez ambitieux, soyez culottés, visez large. Mais quand après tu déroules cette vision, personne ne te suit. Donc c'était un peu frustrant. On a eu beaucoup de critiques. Tu vois, Alexandre reçoit régulièrement des messages en disant quoi, t'es vendu à des Chinois, c'est plus ta marque. Non, au contraire, on a des partenaires qui croient en nous, qui nous accompagnent, qui nous écoutent, qui nous respectent. Parfois, on fait des choses qui ne sont pas du tout dans le BP, qui sont 3 fois au-dessus du plus gros budget qu'on leur a présenté. Ils disent si vous y croyez, que vous nous expliquez pourquoi, on vous suit, on vous back. Et je pense que ça nous aide aussi. Ça nous aide aussi à avoir confiance en nous, en notre vision, et petit 2, d'avoir les moyens, comme je te le disais à l'instant, de communiquer, de partager. Et moi, je le fais notamment pas mal sur LinkedIn, de dire, voilà, l'histoire, elle est folle, mais on la vit et on y croit. Et c'est parce qu'on la vit et c'est parce qu'on a cette folie en nous qu'on arrive à faire des choses que, honnêtement, si on était plus cartésien, on ne lancerait même pas. 2 choses, je saute un peu du coq à l'âne, mais qui m'ont sauté aux yeux quand tu parlais. Premièrement, en fait, tu parlais du logo AMI. Et c'est marrant, hier, je regardais, pour préparer cette interview, une vidéo de Loïc Prigent sur Alexandre. Et en gros, j'ai vu, c'était assez marrant, qu'il avait fait un premier défilé, enfin que vous aviez fait un premier défilé avec le logo en petit. Et ensuite, l'année d'après, beaucoup plus gros. Et il expliquait qu'en gros, la première fois, il n'y a pas tellement eu de réaction et que ça s'était vraiment lancé après. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une croyance assez fréquente d'entrepreneurs qui est qu'on teste une fois, si ça ne marche pas, c'est mort. Et en fait, c'est faux. Et là, vous en êtes la preuve incroyable parce que maintenant, ce logo, enfin comme tu dis, c'est même plus un logo, c'est une signature de marque. Mais en fait, la première fois, c'est un peu passé inaperçu, quoi. Donc, je trouve ça hyper intéressant de me dire que vous avez finalement cru à cette chose et vous n'êtes pas laissé impacter, on va dire, parce que la première fois, en gros, c'était là, c'était bien, mais il n'y avait pas eu non plus de réaction incroyable. Ah, tout à fait. Je reviens toujours, Pauline, à cette notion de temps. Tu vois, je pense qu'un produit, il faut lui laisser le temps de vivre, il faut lui laisser le temps de rencontrer sa clientèle, et c'est pas en one shot que ça peut marcher. Parce que tu as d'abord les gens qui vont l'apercevoir, qui vont dire c'est quoi. Après, tu as les premiers qui vont l'acheter, qui vont dire tiens, c'est sympa. Puis comme eux, c'est des fashionistas, ils vont le porter. Et après, leurs copains, il y a la deuxième vague, vont dire mais c'est où, ça veut dire quoi. Et puis tout d'un coup, ils vont devenir accros. Donc, je pense qu'effectivement, laisser le temps à une création, à un projet, à une entreprise, même à une chanson ou un film, de faire son chemin, c'est clé. Et là, effectivement, c'était plus qu'un logo. Parce qu'on a réfléchi pendant des années avec Alexandre. On devait faire une collab avec Smiley, avec notre ami Franklin Loufrani, qui est un bonhomme absolument exceptionnel. Et moi, je disais à Franklin, j'adore cette idée, on fera la collab avec le Smiley, mais laissez-nous d'abord le temps de créer, de construire notre logo. On a besoin d'avoir notre propre logo. On ne peut pas créer un logo qui soit une collab avec une autre marque, aussi fun et aussi positive soit-elle. Il faut d'abord qu'on ait le temps. Et avec Alexandre, on se prenait la tête. Alors au début, c'était les rayures noires et blanches, qui étaient un peu notre signature, qu'on avait dans les doublures, dans les semelles de nos chaussures.
dans notre maroquinerie parce que ça correspondait au store de nos boutiques. Ouais. Donc on aimait bien, mais c'était pas du tout à ses signatures. Après, il y avait les lettres bâton, tout au début, c'est les grosses lettres bâton avec le ami bleu, blanc, rouge, qu'on aimait bien, mais c'était pas nous, c'était presque un clin d'œil. Puis un jour, il m'appelle, il fait Nicolas, mais en fait, pourquoi on ferait pas ça? Et si tu veux, lui, c'est quelque chose qu'il utilisait au quotidien. Il s'était même fait un tampon avec l'ami de cœur, comme on l'appelle, donc notre logo, qu'il utilisait pour valider les dessins du studio qu'il aimait et qu'il lançait en prod. C'est en fait, évident, pourquoi quoi. Voilà, mais c'est comme souvent, hein, les bonnes idées, quand tu te retournes, c'est les plus simples. Ouais. Et s'il dit pourquoi on tenterait pas ça? Et il l'a tenté, mais on l'a tenté à demi-mot, je dirais, tu vois, en tout petit. Et en fait, c'est effectivement pour le défilé des Toits de Paris, qui honnêtement est pour moi un des défilés qui m'a le plus ému. En plus, il y avait la chanson Mon Kid de Eddie De Pretto. Comme musique, il y avait... c'était Richter et ensuite Eddie De Pretto. Donc en termes d'émotion, moi je t'avoue que j'étais très 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 haut. Et on a vécu un moment magnifique où on a reproduit les Toits de Paris dans Bercy. Et en fait, c'était le final du défilé où il y avait une mannequin qui arrivait avec un pull blanc, tout blanc, en laine bouillie, et avec le logo Ami de cœur, mais en énorme, qui était la moitié de sa poitrine. Et là, je pense que ça a été le tremplin. Et aussi, je pense, c'était le culot d'Alexandre qui osait mettre ça en avant. Parce qu'en tant que designer, surtout à cette période-là, le logo, c'était un peu mal vu. Tu sais, le logo, c'était un peu la facilité commerciale. Ouais. Et non, c'est pas un logo. C'est plus qu'un logo, c'est une signature et ça incarne toutes nos valeurs. Ça incarne la bienveillance, le côté rond, positif, l'amour, l'amitié. Et une marque qui s'appelle Ami se doit d'assumer ou peut assumer ce propos. Et effectivement, à partir de là, il a commencé à décoller. Et c'était à tel point qu'aujourd'hui, on le limite. Tu vois, on se dit, on veut pas oui, tu veux pas en mettre partout. On veut pas créer une overdose, on veut pas que tout le monde le porte partout. Alors, c'est bien sûr les pièces qui sont le plus copiées, les pièces qui sont le plus vendues. On met des quotas, on essaie d'équilibrer parce que pendant des années, on a fonctionné juste avec un vestiaire où il n'y avait pas un seul logo, pas une signature. Donc, on veut pas non plus que ce soit la signature. On veut pas avoir un effet Abercrombie, tu vois, où c'était le truc hyper branché tant que c'était pas à Paris et que ça montrait que tu étais à New York et que c'était cool. Et puis, quand ça arrivait partout à Paris, les gens ont commencé à saturer. Donc, on veut pas arriver à cette saturation. Bon, après, je t'avoue vu notre taille et vu le marché qu'on vise, on a encore un peu de temps avant de saturer le marché. Mais d'où cette idée, tu vois, d'être à New York, d'être à Séoul, d'être à Tokyo, à Paris, à Londres, et on s'éclate, quoi. C'est une question intéressante, là, que tu es en train d'aborder. C'est la question de la désirabilité, de la rareté en substance versus l'expansion. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir Alain-Dominique Perrin, tu sais, l'ancien PDG brillant de Cartier. J'avais posé cette même question, mais du coup, je te la repose. Comment tu trouves l'équilibre entre maintenir le désir et donc la rareté et en même temps la croissance que vous êtes en train de vivre? Alors pour l'instant, voilà, vous avez encore une taille humaine, on va dire, mais je vous souhaite que ça ne soit pas le cas toute la vie. Quand vous avez dit humain. Exactement. Et du coup, avec Alexandre, quelles sont vos réflexions à ce sujet et qu'est-ce que vous faites concrètement pour réussir à maintenir le désir, pas tomber justement dans l'excès? Enfin, je ne sais pas si tu as vu le dernier film House of Gucci. Non, je veux aller le voir, mais là, je rentre de 2 semaines et demie de voyage, donc je suis impatient. Mais comme je sais qu'il est assez long, il faut que je dorme un petit peu avant d'y aller. Je t'invite à le voir. Et en gros, il y a un passage assez mythique où on voit en gros, qu'il y a énormément de contrefaçons. Et du coup, c'est devenu... c'est plus exclusif, si tu veux, d'avoir du Gucci à ce moment-là. Et donc comment est-ce qu'on maintient l'exclusivité quand on grandit? Alors, je vais répondre à ta question, mais il y a 2 questions, quoi. J'entends 2 questions dans la tienne. Je fais une petite parenthèse sur la contrefaçon, parce que c'est effectivement un hot topic pour nous. Alors, il faut le monitorer, il faut le suivre, il faut se faire respecter, il faut faire les procédures quand elles ont du sens. Mais attention, pour moi, la contrefaçon, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse faire à une marque. Quand on te retrouve sur les marchés parallèles à Hong Kong, à Bodrum et autres, pour moi, c'est le meilleur signal que tu avances. Donc, je pense que dans ce cas-là, il faut ni flipper, ni passer son temps à vouloir contre-attaquer la contrefaçon. Je pense qu'au contraire, il faut continuer à créer, à produire, à avancer. Ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. Donc, prenez cela comme un energy boost, comme vraiment le plus beau des compliments que le marché peut vous faire, et continuez à créer. N'arrêtez pas de dire ah, ça y est, je suis copié, ça va plus. Non, au contraire. Donc, premier point, verre à moitié vide, verre à moitié plein. La contrefaçon est le meilleur des compliments possibles d'un business ou d'une marque. Ensuite, sur comment gérer cette croissance et cette désirabilité, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'Alexandre est un créateur, c'est un styliste, il a un vrai propos, il a un talent, en tout cas de mon point de vue, exceptionnel, parce qu'il est à la fois brillant, créatif, et en même temps, il est très ancré sur terre, donc quoi qu'il dessine, il a toujours cette réflexion de est-ce qu'à la fin de la journée, quelqu'un va porter ce vêtement?
Il voit toujours quelqu'un. Quand il dessine un vêtement, il voit une amie, il voit une personne qu'il connaît, il est inspiré. Donc je pense que ce rapport créativité et réalité est vraiment pour moi ce qui fait la richesse de la marque. Et donc ce logo, on y croit, on adore. Là, pour te dire, on a développé d'autres logos ou d'autres pièces signatures. On est revenu sur des LED bâtons un peu classiques. On a fait un logo ton sur ton, beaucoup plus discret, qu'on place en bas des vêtements sur une étiquette. Donc tu vois, on diversifie pour justement ne pas en devenir trop dépendant. Et en même temps, on l'aime et on l'assume. D'accord. Donc je te donne l'exemple le plus criant. L'opération qu'on a fait avec les Galeries Lafayette l'été dernier, on a fait un logo qui a été considéré plus comme une œuvre d'art, fait à la main en Italie, 15 mètres de haut, une structure géante gonflable, absolument dingue. Et tu vois, si on avait honte de notre logo, ou si c'était juste un outil marketing, on ne serait pas allé le mettre en grand sous la coupole des Galeries Lafayette. Et cette opération était absolument dingue, a créé un effet d'entraînement, d'emballement sur la marque, sur notre collaboration avec les galeries qui vraiment depuis a pris une autre dimension. Et là, en fait, c'est aussi une histoire d'instinct et de rencontre. Ils nous ont dit, nous, on adore, c'est fou. On n'a jamais fait ça avec aucune marque. Est-ce que vous êtes prêts à le faire ? Là, je remercie encore toutes leurs équipes, Alix, les frères Rouzet qui ont cru en nous, Soisig qui a porté ce projet avec nous. Et honnêtement, c'était Charlie et la chocolaterie. Quand on est allé installer ce logo, je me souviens encore du moment avec notre architecte. C'était un grand moment, ouais. On l'a gonflé, on était au-dessus des stands de Chanel, Dior, on avait notre logo là qui était tout espèce de plié, on aurait dit un matelas de plage dégonflé. Et tout à coup, ça se gonfle, mais c'était fou. On était dans du Pixar là, tu vois. Et en plus, on a eu la chance pendant la nuit de visiter toutes les structures des galeries, de la coupole qui venaient de refaire. Bah, tu vois, c'est ça l'histoire de la marque. Donc c'est-à-dire assumer ce qu'on fait. Assumer, le faire avec passion, avec qualité. Et en même temps, pour finir de te répondre, c'est cet équilibre commercial-créativité, business et image. Tu vois, sur toutes nos boutiques, et on n'en a pas énormément, il n'y a pas une boutique qu'on a ouverte juste pour l'image en se disant « trop bien, flagship, super beau pour l'image et ça va être un four business ». Et à l'inverse, il n'y a aucune boutique où je dis « Alexandre, allez, on y va, c'est pas très beau, pas très bien placé, mais ça va être une cash machine, on le fait, on n'en parle pas ». Voilà, non. À chaque fois, on est super exigeant et notre exigence, c'est cette complémentarité en disant on ne fait rien que pour l'image et on ne fait rien que pour le business. Et je donnerai un autre exemple pour les entrepreneurs qui nous écoutent. On a eu récemment des négociations assez dures avec certains grands magasins où je leur dis écoutez, maintenant, il faut qu'on ait un business équilibré. Ça ne peut pas être à sens unique. Les conditions que vous nous faites sont inacceptables. Donc, soit on les corrige, soit nous, on va arrêter. Ah, non, arrête, de toute façon, c'est comme ça. On a une liste d'attente de 20 marques qui veulent rentrer. Je dis, très bien, on arrête. On arrête. C'est soit on se respecte et on construit quelque chose ensemble et on joue le jeu. L'exemple, je te racontais notamment avec les Galeries Lafayette, on a fait quelque chose de superbe. On a fait pareil avec Karen Vernet au printemps, quelques années auparavant. On a dit, je crois en vous. Voilà mon projet, moi, pour refaire tout le printemps de l'homme. Comment vous pouvez vous inscrire là-dedans ? On a construit quelque chose de magnifique et qui aujourd'hui porte ses fruits. Donc là, on a plaisir, tu vois, à construire ces histoires. Quand dans d'autres relations, que ce soit à Londres ou à Paris, on se sent pris de haut et pas respecté dans la relation humaine et donc commerciale, à un moment, je pense que la meilleure des négociations, c'est de dire, écoutez, je respecte vos conditions, votre point de vue, mais moi, je peux pas avancer avec ça, merci, au revoir. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu rééquilibres. Et c'est valable pour les petites marques. Je trouve que l'adjectif petit est très dégradant. Petit veut pouvoir dire indépendant, veut dire créativité illimitée. Et c'est la force. Et les grands magasins, les pure players ont besoin de vous. Sinon, ils vont juste vendre toutes les mêmes collections de toutes les mêmes marques de luxe dans tous les grands magasins ou les sites. Si vous arrivez avec votre créativité et que vous vous faites confiance, que vous avez confiance dans ce que vous représentez pour eux, vous devez être plus exigeant dans la négociation. Ça ne veut pas dire être mal poli, ça ne veut pas dire faire des choses qui ne se font pas, ça veut juste dire exiger le respect. Et le respect, c'est si le grand magasin, pour vous prendre, vous demande une exclue pendant tant d'années. Déjà, vous la capez, l'exclue, vous donnez un certain nombre de saisons ou d'années. Deuxièmement, vous demandez un échange. Pratique. Ben oui, non, il faut. Et si tu veux, j'ai vu des marques aller dans le mur, certaines que j'ai suivies, d'autres que je connaissais moins, parce qu'elles ont tout misé sur un grand magasin américain qui ouais, super, je te passe des commandes. Tu vois, ils avaient des commandes de 5 000, 10 000 $. Tout à coup, ils ont des commandes de 80 000 $. Sauf qu'au bout de 2 saisons, puisque les sell-throughs sont pas bons, à la fin de la deuxième saison, le grand magasin leur dit moi, je vous renvoie 60% de votre commande, sinon je ne vous prends pas la prochaine, ou alors je veux un markdown, un chèque de tant de dizaines de milliers de dollars. J'ai dit, mais n'acceptez jamais ça. Bien sûr. Ou alors, vous acceptez une exclue, mais sur une durée déterminée, avec en face, contrepartie, de la mise en avant, des vitrines, des événements, des collaborations
quelque chose, il faut jamais que ce soit à sens unique. Enfin bon, là je vire en mode atelier pour entrepreneur, mais c'est une conviction. Ça sera très utile. Avant de terminer l'interview, il faut quand même qu'on parle un peu du développement à l'international parce que j'ai l'impression que c'était une vision que vous aviez depuis le départ. Il y a tellement de personnes qui essayent, qui se cassent les dents et vous, c'est quand même de ce point de vue-là un succès, enfin je veux dire hallucinant. Ma question n'est pas très claire, mais si tu avais quelques conseils à donner à une marque prêt-à-porter ou autre qui souhaite se développer, notamment en Asie, quels seraient pour toi les do's et don'ts? Les 12 et don'ts, voilà. Alors, deux choses. Aujourd'hui, je pense qu'un des conseils les plus importants que je nous applique, c'est essayer d'être cohérent. Vous avez une marque, aujourd'hui, par les réseaux sociaux et par plein d'autres biais, elle est visible aux quatre coins du monde. Donc, c'est un levier, c'est un tremplin exceptionnel qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Mais en revanche, si vous n'êtes pas cohérent et si vous montrez des visages totalement différents en fonction des marchés parce qu'on vous a dit de faire ci, on vous a dit de faire ça, le client va vous rattraper, les partenaires vont vous rattraper et vous allez aller dans le mur. Oui, le côté donc, on augmente les prix en Chine. Le côté, voilà, on augmente complètement les prix, ou là-bas on a tel visage, là on est designer, là-bas on est contemporain, là on est commercial. Ça ne marchera pas parce que c'est le même client qui achète, bon, j'allais dire qu'il voyage aujourd'hui un peu moins, mais qui achète là, qui va là-bas, qui est à Londres, à Paris, à New York, à Séoul, à Shanghai. Donc ne jouez pas avec le client est souvent mieux renseigné que la plupart de vos vendeurs. Donc, petit 1, ne jouez pas avec le client. C'est clair, ça c'est un très bon point. Le client est mieux renseigné que vos vendeurs. Ah, clairement. Et petit 2, prenez le temps alors, une fois de plus, de voyager. Je ne sais pas si je peux dire ça aujourd'hui, parce que ça n'a pas de sens, mais de découvrir, d'écouter, d'aller sur place. Et si vous êtes suffisamment fort ou si vous pensez être suffisamment fort, allez-y vous-même. Si vous avez un doute, trouvez un partenaire. Trouvez un partenaire qui peut être un distributeur, qui peut être une joint venture, qui peut être un distributeur exclusif, qui peut être un investisseur, Il y a plein de modèles. Je vous donne un exemple. En Corée, on a commencé, nous, avec plusieurs multimarques, dont Corso Como, là-bas, et qui était opéré par Samsung. Donc, c'était un de nos clients parmi d'autres, et qui a signé dès la première saison, et qui, au bout d'1 an, est venu me voir en disant « Nicolas, c'est bien, on voudrait monter en puissance. » Puis je dis « Ok, mais j'ai d'autres clients avec qui ça se passe bien. » Au bout d'1 an et demi, ils me l'ont redit. Au bout de 2 ans, ils sont venus me voir en disant « Bon, leur budget avait triplé. Nicolas, nous, on voudrait solder plus tard. On pense que vous avez un super potentiel, mais cet autre distributeur, il vous solde 1 mois avant le début des soldes, ça abîme votre image. Et c'est devenu notre partenaire, c'est devenu notre distributeur exclusif. Aujourd'hui, on fait un chiffre, on fait, je crois, x3 cette année par rapport à l'année dernière, alors que la situation est encore complexe. C'est devenu notre partenaire exclusif en Corée. Donc, à l'inverse, en Chine, on a commencé avec un partenaire avec qui ça s'est très mal passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails par respect pour lui, mais c'était un partenaire visionnaire sur l'image, la créa, et pas du tout sur le business. Donc ça a été un four, littéralement. Mais on en a pris conscience, on a géré, on lui a racheté ses parts, on a changé de schéma. Donc il n'y a pas un modèle. Là, je n'ai pas de kit clé en main à vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut avoir le culot de ses ambitions, il faut voyager, il faut rencontrer. Et après, en fonction de vos équipes, de votre savoir-faire, de vos partenaires, de vos investisseurs, trouver le bon schéma. Et il n'y a pas un schéma miracle parce que nous, je dirais même en Asie, qui est bien sûr notre action, entre la Corée, la Chine et le Japon, on a 3 schémas différents. En Corée, on a un distributeur exclusif. En Chine, c'est notre propre filiale à 100% et on a des retail opérateurs et un TP, un Tmall partner, donc on va dire un online opérateur. Et au Japon, on a une joint venture, on est majoritaire. Donc c'est 3 pays asiatiques, on a 3 schémas totalement différents et où dans certains, on a changé 2 fois de schéma avant de trouver le bon. Donc il faut oser, il ne faut pas avoir peur de l'échec et il faut surtout faire confiance aux rencontres. Renseignez-vous. Quand quelqu'un vous dit qu'il travaille avec une marque, allez interviewer la marque. Quand il vous dit qu'il travaille avec des marques, allez parler aux marques. Ça, c'est aussi mon conseil, que ce soit pour le retail ou pour les partenariats wholesale où j'y vais. Essayez de rencontrer les marques qui ont fermé ou les marques qui sont sorties pour comprendre pourquoi ça s'est mal placé. Ils vous donneront toujours beaucoup plus d'éléments que les marques, la success story du moment, la marque dont ils parlent à tout le monde, avec qui ils sont mis d'accord pour dire que c'est le partenaire le plus beau et le plus fort du monde. Allez voir ceux qui ont raté. Et je pense que l'échec est un échec bien digéré est pour moi la meilleure route vers le succès. Si on sait dire pourquoi on s'est planté, qu'est-ce qu'on a mal fait et pas juste dire mon partenaire était pourri, ou la météo était pas bonne, ou c'est la crise du Covid. Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce que vous avez mal jaugé et derrière vous corrigerez. Donc
Parler, ça oui, pardon. Avant qu'on finisse, ça, Pauline, moi, c'est une de mes croyances. On est trop chacun dans son coin. Dans tous les métiers créatifs en France et surtout dans la mode, on a tous des œillères big time. Parlons-nous, rencontrons-nous. On a essayé d'initier avec quelques ambassadeurs le mouvement French Touch pour essayer de faire tomber ces barrières entre la musique, la mode, le ciné. Parce qu'in fine, on a tous les mêmes objectifs, de se développer, de recruter, de briller à l'international. Et comme en France, on est très soliste sur ces sujets-là, on a beaucoup de mal. On ne se parle pas, on ne partage pas. Et quand tout à coup, on crée un peu du lien, là, vu la créativité, les talents, les formations, les écoles qu'on a en France, on a un potentiel sans limite. Et d'ailleurs, j'aimerais bien finir par ça, c'est que le soft power français est pour moi l'avenir de l'économie française. Si on veut exister, c'est vraiment encore la longueur d'avance qu'on a et qu'on se doit d'entretenir. Pour ne pas devenir un pays ou une ville musée, on doit créer ces talents, on doit leur donner la confiance, on doit leur donner les financements. Et ça ne marchera que si on se parle un petit peu plus. Écoute, le podcast est là pour ça. Tu es invité quand tu veux. Ah bah écoute, sincèrement, Pauline, déjà c'est bien trop court, même si on a une limite. On n'a pas tout à fait fini. J'ai encore des questions pour toi quand même. Je ferme la parenthèse French Touch, mais je serais ravi de revenir t'en parler. Et je sais pas si c'est possible de faire un format à plusieurs, mais de venir avec une ou deux belles rencontres que j'ai fait récemment. Idées, j'avais fait quelques tables rondes. J'en ai fait une notamment sur le thème de la franchise parce que je trouve que c'est un thème que les gens connaissent mal. Et donc, je serais ravie de le faire sur la French Touch. Ah bah écoute, j'ai deux ambassadrices exceptionnelles, Déborah Papernik d'Ubisoft et Marina Chiche, la violoniste. Bien sûr, qui est passée sur le podcast. Tout à fait, que j'ai vu, mais j'aimerais beaucoup venir t'en parler avec elle et peut-être un ou deux autres ambassadeurs pour te dire nos visions et nos convictions partagées parce que quelque chose est en train de se passer en France et pas seulement à Paris. On lance la French Touch comme il y a eu la French Tech, la French Fab et je pense que le projet est absolument passionnant, répond en tout cas moi à des convictions fortes et je serais ravi de venir avec d'autres personnes, te partager notre enthousiasme. It's a date, on va organiser ça. Une dernière question avant de passer à mon crible du gratin. Je ne peux pas m'empêcher de relever quelque chose que tu disais, que tu évoquais, qui m'a marqué. C'est tu expliquais qu'en gros, en fonction des différents pays, il n'y avait pas de recette magique, c'était toujours un petit peu différent. Et ça, je trouve ça assez fort parce que dans un monde où on a quand même des investisseurs très souvent qui sont issus du B2B, où il y a une recette justement et il faut déployer, si tu veux, cette recette. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu avec des investisseurs ou des personnes externes, mais très souvent, en fait, ils cherchent une méthode qui soit hautement réplicable. Et en fait, dans le retail, dans la mode, dans la joaillerie, dans ces métiers-là, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et je trouve ça hyper intéressant que même pour vous, tu vois, en fonction de chacun pays, en fait, t'es pas en train de scaler ton pays. Hop, c'est bon, t'as ta recette magique, merci, t'appliques ta recette. Non, à chaque fois, il faut réinventer un peu la roue. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est long, que ça prend du temps, que c'est difficile. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu partages cet avis. C'est pas que je partage, c'est totalement. T'as la réponse, c'est même pas une question, c'est une réponse, c'est fabuleux. Là, tu viens de dire toutes mes convictions. Et justement, c'est ça qui est riche, pour revenir sur Ami, c'est que c'est un parcours qui est construit autour de rencontres. Et c'est autour de rencontres, et parfois c'était les bonnes, parfois ça n'était pas les bonnes. Et on a géré, on a avancé. Et c'est ça qui est assez passionnant et c'est ça qui nous fait dire que le plus beau est encore à venir avec Alexandre. C'est que c'est des rencontres qui ont construit, qui nous ont fait aller dans tel pays plutôt qu'un autre. Là, je viens de faire une rencontre fabuleuse et j'ai un projet qui me surexcite. J'en parle cet après-midi à Alexandre et j'espère qu'il sera partant d'un projet dingue aux États-Unis parce que j'ai rencontré une personne brillante autant d'un point de vue business que d'un point de vue culturel. Et c'est justement ça qui est riche. Mais la difficulté, pour revenir à ta question, c'est de trouver les partenaires / les investisseurs qui te font confiance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à trouver le modèle miracle, à le scaler, parce que c'est le grand mot des investisseurs, et le reproduire partout dans le monde en disant c'est bon, on va faire x100 en 2 ans, mais qui vont avoir confiance dans ton affect, dans tes convictions et dans ton équipe, parce que c'est aussi beaucoup lié à l'équipe qu'on a réunie autour de nous. On a vraiment des gens brillants et sympathiques. Donc moi, je vais même te dire une phrase de mon fils d'hier. C'était assez mignon, il a 10 ans. Et il me disait, bon, papa, moi, tu sais, il y a des cours où je m'amuse et c'est sympa, mais alors il y en a d'autres, franchement. Il me dit, tu vois, c'est un peu comme toi à ton travail. Puis il s'arrête, il me fait, ah non, c'est vrai que toi, à ton travail, tu t'amuses. Et tu vois, et pour moi, c'était juste magique. Je me dis, j'en ai parlé avec mon épouse après. Si, je suis tellement fier que mon fils ait cette image du travail. C'est clair. Qui se disent, le travail, papa s'amuse. Et tu vois, et ça, c'est aussi... Mais c'est Alexandre, c'est nous. C'est Alexandre qui lui raconte l'histoire. De temps en temps, il vient, il fait des réunions avec nous, il fait des après-midi avec nous. Et c'est cette idée de se dire qu'on peut s'amuser. Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu
un peu abstrait de dire ça dans le contexte actuel, mais j'y crois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé de vie ou qui sont en train de changer de vie pour se dire ils vont essayer de se réaligner. Et ça, ce que je te disais pour la cohérence de marque, ça n'est possible dans les marques que si les personnes, les dirigeants des marques l'incarnent eux-mêmes. Bien sûr. Et tu vois, qui se réaxent, je sais pas si c'est français, mais bon, qui s'alignent en fait avec leur passion, avec leurs convictions, et le boulot deviendra un plaisir, et surtout, il y aura un rôle d'entraînement. Et aujourd'hui, je le vois quand on fait passer des entretiens, les jeunes, ils vous parlent pas salaire ou ticket restaurant. Ils vous demandent quelles sont vos convictions, qu'est-ce que vous avez dans les tripes et pourquoi vous faites ça et quelle est votre vie. Et des questions beaucoup plus culottées et ouvertes, mais tu sens qu'ils ont envie de s'aligner. Ils n'ont pas envie de jouer un rôle au travail. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Et c'est la même chose à l'étranger. Ça, ces valeurs-là, et c'est aussi, je pense, un peu une des raisons du succès de la marque, c'est que la valeur d'amour, d'amitié, de bienveillance, qui est au-delà d'un effet marketing, bah, c'est quelque chose de totalement universel. Qui, je veux dire, de sortir, d'aller boire un café, un ciné ou une bonne soirée, parce qu'on aime les soirées et on l'assume avec des amis, que tu sois à New York, à Séoul, à Milan ou à Chengdu ou Shanghai, c'est la même chose. Et c'est ça qui est sympa. C'est clair. Et surtout à l'heure actuelle. Oui, surtout. Alors, pour terminer, mon crible, des questions un peu perso, puisqu'on n'a pas du tout parlé de toute ta vie, et donc il va absolument falloir que tu reviennes sur ce podcast. Mais c'est un autre sujet. On a déjà 2 rendez-vous. Ça fait le beaucoup, reste là. de ta vie, plus. Faisons la French Touch d'abord. Parce qu'à travers la French Touch, je pense que je dirais peut-être la moitié de ma vie déjà. Ok, ça marche. Première question, un grand échec. Les enseignements que tu en as tirés. L'un des échecs, on va dire, les plus formateurs de ta vie, et qu'est-ce qui t'a appris sur toi-même, sur la vie? Alors, il y en a un qui est un peu touchy, je ne suis pas trop censé en parler, mais je vais quand même en parles-en parler. de manière Voilà, de manière illusive. Voilà. Écoute, les mauvaises rencontres ou les mauvais partenariats, Ouais. et qui peuvent être très nocifs. Quand je te disais, on apprend dans le chemin. Et c'est dans ces moments-là ce qui m'a permis de rebondir de cet échec, qui en était clairement un et qui aurait pu coûter la peau d'amis, on va dire. C'est petit d'être bien entouré. Parce que si tu es bien entouré, tu oses te livrer. En osant te livrer, déjà, tu fais une sorte de vidange de toutes les mauvaises ondes que tu as en toi, et ça te fait du bien si tu as une oreille de confiance, d'écoute. Donc, petit 1, essaie d'oser d'accepter ses erreurs, d'accepter ses faiblesses. Oui, de pas continuer à foncer dans le mur, même si... Alors, c'est pas seulement foncer dans le mur. C'est bien sûr foncer dans le mur parce qu'on s'obstine, mais c'est aussi, tu vois, dans cette soupape dont je te parlais, qui est pour moi l'amitié, qui est une des valeurs clés de ma vie, c'est d'oser être qui tu es, c'est-à-dire avec tes faiblesses et tes ratés aussi. Tu sais, devant les copains, on veut toujours montrer qu'on est fort, qu'on cartonne, que même quand ça va mal, tout va bien. Bah non. En fait, c'est d'oser dire par moments que ça va pas du tout, qu'on est mal, qu'on est vraiment au pied du mur. Et rien que le fait d'en parler, ça soulage. Ça a un peu un effet d'entraînement où tes copains vont aussi finalement, si toi tu te livres, bah aussi se livrer et dire les galères qu'ils ont, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie de couple. Ça fait un bien fou, ça te permet de vidanger et ça te permet de repartir au combat en disant bon, maintenant que j'en ai parlé, ça m'a permis de prendre un peu de recul par rapport à la situation, je vais la gérer. Je sais que ça va pas être facile, je sais que je vais prendre des coups, mais c'est tout bête, hein, ce qui tout part rend plus fort, donc je vais avancer. Et dans les moments les plus sombres, on en parlait tout à l'heure, c'est arrivé même à certains entrepreneurs que j'accompagne, quand toutes les galères du monde arrivent en même temps, pro, perso et autres, il y a un moment où si vous écoutez bien là, vos sensations sous la plante des pieds, il y a un moment où vous allez toucher le fond de la piscine, et là, vous respirez un grand coup, ou plutôt vous gardez le peu d'oxygène qui vous reste, vous poussez très fort, et à un moment, ça va repartir, et ça repartira beaucoup plus fort. Mais le début de tout ça, c'est de se dire, dans ces moments de purge, vraiment c'est violent, Ouais. et vous pouvez vous faire attaquer par plein de biais, ayez l'honnêteté de reconnaître ce qui ne va pas, et si possible, la force d'en parler. Je sais que c'est très dur, des gens qui vont pas bien, des gens qui sont en dépression, ils ont envie de tout sauf de parler de leurs problèmes. Ouais, faut pas s'enfermer, quoi. Ouais, et puis il faut oser se mettre à nu. Alors parfois ça prend un whisky, un feu de cheminée, une soirée avec la guitare avec les copains, et ceux dont je parle, je pense, se reconnaîtront, mais c'est salvateur. Merci beaucoup pour ce conseil. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Vie pro, vie perso, ce que tu veux, sport, alimentation, sommeil. Je suis pas sûr que je refais les choses différemment en fait. Juste ce que je viens de te dire, je pense que les échecs ou les ratés font partie de l'histoire. Donc je suis pas du genre à regarder derrière, à me dire oh là là, j'aurais dû faire ci, je changerais ça. Non, bon, je l'ai fait, comment je peux le changer ou qu'est-ce que ça m'apprend. Et je pense même
que les ratés me permettent là maintenant d'avancer, de cueillir la vie comme je le fais ou comme on le fait aujourd'hui avec Alexandre. Les ratés dans le développement, dans les rencontres. Aujourd'hui, quand après on se connecte avec les bonnes personnes, tout à coup ça nous déploie des ailes qu'on n'estimait même pas, qu'on ne pensait pas avoir. Donc je changerai rien et j'apprendrai et je serai peut-être plus honnête plus vite avec moi-même, donc avec mes amis, mais je suis pas du genre à regarder derrière et me dire je veux changer l'histoire. Est-ce que tu as une citation, une maxime qui te parle particulièrement, que tu te répètes, enfin quelque chose, tu vois, une phrase que tu aimes? Alors ça, je peux te dire, ça c'est mon autre fils, donc mon fils aîné, qui a écrit ça. Je sais pas pourquoi ça lui a pris et qui a écrit cette citation dans la cuisine. C'est une phrase d'Aristote qui dit « Il n'y a point de génie sans une graine de folie ». Elle est très Et belle. je trouve ça résume un peu toutes mes convictions. Et pour le dire autrement, avec des mots peut-être un peu plus contemporains, c'est si vous ne croyez pas vous-même dans vos propres rêves, personne ne les construira pour vous. Donc il faut être un peu barge, il faut être un peu fou, mais il faut se le permettre pour rêver des choses magnifiques et ensuite les construire. Après, beaucoup de travail, de rencontres, d'investissements pour les rendre possibles, mais tout est possible si on est un peu fou, quoi. Écoute, première fois qu'on me cite du Aristote sur le podcast. C'est mon fils. Hein. Moi, je suis pas un grand lecteur ou autre, mais c'est dans ma cuisine et je la lis tous les matins. Il a une belle carrière littéraire devant lui dans ce cas. Je lui souhaite. Est-ce que tu as une conviction, une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est une conviction personnelle où tu constates que les personnes autour de toi la partagent plutôt pas communément. Je te donne un exemple, j'ai interviewé quelqu'un hier qui me disait moi je crois qu'on vit une époque géniale et tout le monde en ce moment se plaint, dit que c'est horrible la vie, et moi je suis pas d'accord. Est-ce que toi tu as aussi comme ça quelque chose où à chaque fois que tu entends quelque chose dans le monde, tu dis non mais on marche sur la tête? J'ai deux idées qui montent à la surface, donc je sais pas laquelle des deux. Peut-être je t'évoque les deux, tu me dis celle que tu préfères. Mais la première, c'est ce cynisme ou cette habitude très française de tout critiquer, de tout remettre en question, alors qu'on est quand même dans un des plus beaux pays au monde. Et j'ai envie de leur dire une fois de plus, voyager. Allez, quand vous dites que notre président est un tyran, quand vous dites que notre pays c'est l'horreur, que l'hôpital est dégueulasse, tout ça, regardez comment on a été traité. Pendant la crise, les entrepreneurs, regardez ce que BPI, à quel point on a été aidés avec le PGE, avec le chômage partiel, quoi. Sortez, voyagez un peu. Ça a un peu tendance à me rendre un peu fou, même si je sais qu'on n'est pas parfait et que pour beaucoup voyager, j'ai un peu en tête tous les clichés qu'on peut avoir sur les Français, et dont certains sont pas seulement des clichés, sont des vérités. Mais on a quand même un des plus beaux pays au monde. On a une créativité, on a une architecture, on a une géographie, on a un truc... moi, j'estime chaque jour de ma vie que j'ai une chance inouïe d'être né en France et d'être né français. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de partager et de créer sur les toits du monde. Donc oui, ça, cette espèce de marasme ambiant, en disant de toute façon c'est pourri, de toute façon le pays il est fini, on était le pays du 19e siècle, au 20e on s'effondre, au 21e on va se faire bouffer. Non, parce qu'il y a beaucoup de pays à travers le monde qui ne rêvent que de la France, du lifestyle français. Donc je pense qu'on a des cartes à jouer. Et le deuxième point que je t'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est mon rapport et ma conviction sur la bienveillance. Où pendant des années, je traînais ça vraiment comme un boulet, comme un fardeau, comme quelqu'un qui n'est pas assez fort ou pas assez sûr de lui et qui donc renvoie sur la bienveillance pour se justifier. Alors qu'aujourd'hui, j'ose dire que pour moi, c'est une des valeurs clés, c'est une des directions de ma carrière et que ça m'a pris du temps, mais j'ose le dire, j'ose l'assumer et j'essaie surtout de le partager. Il y a une croyance, je crois, assez profonde chez beaucoup d'entrepreneurs qui est que si on est gentil, on ne réussit pas. Tout à fait. Donc toi, tu n'es pas d'accord? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors vraiment, et j'espère le prouver, surtout auprès des entrepreneurs. Je crois que tu le sais, je suis business angel, donc j'accompagne ou j'essaye d'accompagner, parce qu'il y a quand même des problématiques de temps, pas mal d'entrepreneurs, et pas uniquement dans la mode. Et voilà, c'est de leur dire, osez, faites confiance à votre bonne étoile, entourez-vous bien. Effectivement, il faut avoir des gens solides, notamment sur les postes financiers, supply, orga, etc. Mais écoutez-vous, soyez bienveillants, vous attirez les bonnes ondes et les bonnes énergies autour de vous. Last but not least, le ou les livres qui t'ont le plus marqué, que tu recommandes le plus autour de toi, qui t'ont à un moment donné dans ta vie vraiment impacté. Est-ce qu'il y en a un? Alors récemment, il y en a un que j'aime beaucoup, qui m'a énormément marqué, qui s'appelle « Dans ma tête de bipolaire »
de François Lejeune qui m'a... je me suis pris une claque. Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé magnifique, brut, qui parle cru. Du coup de son expérience. Voilà, de son expérience personnelle à un moment où c'était pas du tout traité. Alors je vais pas le raconter dans le détail parce que le but c'est juste de faire le teaser, mais vraiment très beau livre, très très brut, et qu'il a coécrit avec une personne qui l'a aidé à mettre des mots. Je crois qu'elle s'appelle Juliette Lambeau, si je dis pas de bêtises. Et ce livre, pour te dire, quand je l'ai lu, je me suis vraiment pris un autobus dans la face et je l'ai recommandé, je l'ai envoyé à pas mal de personnes parce que je le trouve très très fort. Donc il y a ce livre-là récemment. Et sinon, il y a plus longtemps, c'était en 2014 quand il est sorti. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est le premier roman de Leila Slimani. Donc elle a été très connue pour son prix Goncourt avec Chanson douce. Mais moi, c'était son premier livre, Dans le jardin de l'ogre. Quand je l'ai lu, pour te dire, je me limitais dans le nombre de pages que je me permettais de lire chaque jour juste pour faire durer le plaisir. Ah, c'est énorme. Et ça, c'était même le matin. Je me souviens, un matin, j'allais au boulot, j'étais déjà chez Ami, donc en métro. Et je suis sorti du métro, je dis non, mais là, je peux pas, je suis trop dedans, il faut que je me permette de lire 4 pages. Donc je suis allé mettre à la terrasse d'un café, je me suis fait mes 4 pages et j'étais bien pour la journée. C'est violent. Ça parle de quoi ? Ça parle d'une nymphomane et de son addiction et de la relation que son mari essaie de maintenir. Donc c'est un peu dur. Ouais, c'est hard, mais c'est tellement bien écrit, tellement... c'est un sujet très violent, très dur, et en même temps écrit avec une telle finesse. Et moi, en fait, c'était la première fois que je lisais un livre de Leila. Donc au début, tu vois, c'est plus une copine qui écrit un bouquin, donc tu le commandes, j'avais précommandé, il arrive, tu sais pas du tout à quoi t'attendre, tu vois. Donc forcément, tu as un affect positif parce que c'est une copine. Et je l'ai lu, mais je lui ai envoyé 15 messages, j'étais scotché, je suis parti au Japon avec, j'ai envoyé des messages au Japon avec. Et voilà, et ce livre m'a beaucoup, beaucoup touché. Je l'ai trouvé... de mettre de la poésie dans une histoire aussi violente, je trouvais que c'était vraiment un exercice d'équilibriste. Et voilà, donc les 2 livres, je dirais que je retiendrai, c'est ça. Après, pour être transparent avec toi, je lis pas énormément, je suis un passionné de cinéma, donc je vais voir énormément de films. Et là, si je peux me permettre, même si c'est pas dans ta question, My Beautiful Son, de Félix Van Groningen avec Timothée Chalamet et Steve Carell. Ah oui, alors je l'ai pas vu. Alors là, je vous le recommande, vraiment. Si tu peux mettre la photo ou le titre ou autre. My Beautiful Son, c'est magnifique parce que c'est, sans non plus spoiler, mais c'est l'histoire d'un père qui veut aider son fils à se sortir de l'addiction à la drogue. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Et ce qui est magnifique dans cette réalisation, c'est qu'en fait, c'est tiré du livre que le papa a écrit, mais aussi des mémoires du fils. C'est-à-dire qu'il y a une vision croisée et tu vois une histoire à travers le prisme parental, mais aussi à travers le vécu du fils. C'est d'une justesse, d'une beauté, et je vous invite de toute façon à regarder tous les films de ce réalisateur. Alabama Monroe, La merditude des choses, Belgica, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais surtout ce film que je trouve d'une élégance et d'une finesse, et ça rejoint un peu ce que je te disais sur dans ma tête de bipolaire ou dans le jardin de l'ogre. C'est aussi de voir les personnes qui accompagnent des gens qui ont des problèmes. On parle souvent des maladies, des crises, mais on parle très peu, en tout cas en France, des personnes qui les accompagnent, et la façon dont leur vie est totalement explosée. Et je trouve la morale ou la philosophie de ce film assez belle. Je te remercie, ça me donne envie de regarder des films, de lire, c'est parfait. Nicolas, merci pour ton temps, c'était formidable. Si on veut te retrouver, donc tu es très actif sur LinkedIn, on te contacte sur LinkedIn. Tu es sur Instagram aussi ou on va sur l'Insta d'Ami, bien sûr. Écoute, je suis sorti d'Instagram pendant le confinement parce que je me rendais compte que j'y passais trop de temps et que finalement c'est du temps que je préférais consacrer à ma famille. Mais là, j'ai tellement de choses à partager que je m'y suis remis récemment. Donc oui, je suis aussi sur Instagram. Donc Instagram, LinkedIn. LinkedIn, Instagram, ouais. Formidable. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi, c'est un plaisir. Et je tiens aussi à te tirer un coup de chapeau pour la richesse et surtout la variété des profils que tu reçois. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir des gens ou à redécouvrir des personnes que je pensais connaître. Donc merci et continue, c'est un plaisir de t'écouter. Eh bien, écoute, à bientôt. J'espère.